crois que c'est pas mal. Donc, tu m'entends? C'est bizarre. Les autres, vous m'entendez, hein? On est d'accord. Bon, je pense que oui. Ouais, okay, cool. C'est parti. Ça enregistre, c'est bon. Alors, comment je vais faire? Je vous ai dit pour faire afficher cette pop-up. J'ai simplement, c'est très facile. Ouais, bah, je peux pas t'aider. Regarde tes paramètres. Et sinon, montre ton écran vite fait. Alors, très facile. On veut faire apparaître la pop-up. Comment je vais faire ça? Je vais aller sur mon groupe. On ne va pas cliquer sur le texte. Hein. C'est con d'avoir juste une zone là pour cliquer. On aimerait bien avoir une zone la plus grande possible. Vous savez très bien que pour l'expérience utilisateur, plus la zone est grande, plus le clic sera facile. Donc, je ne vais pas faire mon action sur juste créer un compte, ni simplement sur l'icône. Je vais le faire directement sur tout le groupe login. C'est toute cette zone-là blanche. Je vais faire donc une action dessus. Comment on fait une action? Vous voyez, j'ai mon groupe login qui est là, et j'ai un bouton qui dit Add Workflow. Workflow, considérez-le que c'est comme une action que vous allez vouloir définir. Vous faites Add Workflow, donc, et il vous dit quand le groupe login est cliqué, c'est exactement ce qu'on veut, et ici, je vais avoir plein d'actions qui me sont données, je vais dire nativement, mais qui me sont données dans Bubble, et toutes ces actions-là, je vais pouvoir les appliquer lorsqu'un événement est exécuté. C'est quoi un événement? Bah, c'est ça, par exemple. Quand le groupe est cliqué, ça c'est un événement, eh bien, je peux faire plein d'actions. Donc, je ne sais pas si je vais vous les détailler aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mais en tout cas, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux montrer une pop-up. Comment on dit montrer en anglais? On dit show. Donc, là, vous voyez, j'ai écrit show, et j'ai une action qui me dit show an element. Donc, montre un élément. Je clique dessus. Et là, j'ai tous les éléments que j'ai positionnés sur ma page. Et ben, moi, je veux montrer la pop-up sign up. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Je viens sur mon site, je rafraîchis la page. Et là, regardez, mon curseur, c'est une petite flèche normale. Mais dès que je vais passer la zone sur laquelle j'ai fait mon workflow, ça devient une petite main. Ça me montre que j'ai une action dessus. Et quand je clique dessus, bing, j'ai ma pop-up pour s'inscrire. Donc ici, je pourrais mettre mon mail. Ici, je vais mettre mon mot de passe. Et ici, je vais mettre mon nom et prénom. Le truc, c'est que si je clique sur créer un compte, vous voyez que ma flèche là, enfin mon curseur, ça reste une flèche, je ne peux rien faire. Je ne peux pas cliquer dessus parce que c'est normal, je n'ai pas configuré d'action sur ce bouton-là. Donc, mon action, je vais la faire tout de suite. Je retourne dans l'onglet Design. Je fais afficher ma pop-up. Les pop-up, elles sont toujours tout en haut des pages, si vous les cherchez. Il ne faut pas les chercher ici, hein. Elles ne seront jamais ici, elles seront toujours tout en haut. J'ai ma pop-up sign up. Je fais le petit œil pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai mon bouton pour créer un compte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, avant de vous montrer le workflow, je vais vous faire vite fait un tour dans la base de données qui est intégrée avec Bubble. Depuis tout le temps, je vous ai dit que Bubble, c'était l'outil le plus complet parce qu'on peut faire des actions, on peut faire du design et on peut surtout gérer notre base de données comme on veut, en fait. On fait ce qu'on veut avec la base de données. Donc, par défaut, quand j'ai créé cette petite application, Bubble m'a livré une petite base de données. Vous allez la trouver ici. C'est un onglet Data. Voilà. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'on a une table. Rappelez-vous, une base de données est composée de plusieurs tables. Donc ici, j'ai une table User qui est créée automatiquement par Bubble. Je n'ai aucun moyen de la supprimer, cette table. C'est impossible. Vous verrez qu'il n'y a aucune icône pour supprimer. Et ici, je n'ai aucune icône pour supprimer les champs qui sont créés par défaut. Il marque ici built-in field, ce qui veut dire champ créé par Bubble par défaut, quoi. On ne peut rien faire avec ça. On est obligé de les garder. Mais il y a un truc qui m'intéresse déjà. Je vois que j'ai déjà un champ email qui a été nativement créé. Donc ça m'intéresse. J'ai une date de création. Et vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas de champ pour le mot de passe.
alors que toi, tu l'as demandé ici, tu demandes ici le mot de passe. Comment tu vas faire pour le sauvegarder si ici, il n'y a rien qui parle du mot de passe? Dans Bubble, les mots de passe ne sont pas stockés chez Bubble. Les mots de passe, alors déjà, il faut faire un tour vite fait sur la base de données. Est-ce que quelqu'un se rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais est-ce que quelqu'un se rappelle où est hébergée la donnée quand on est sur Bubble? Elle est où la donnée? Amazon. Ouais. La donnée, elle est stockée sur Amazon Web Service, qui est le plus gros hébergeur du monde, quoi. Enfin, tout le monde connaît Amazon. Quand ta donnée elle est hébergée chez Amazon, tu es sûr que ton site ne va jamais vraiment planter, puisqu'Amazon, c'est très, très, très solide comme infrastructure. Okay, donc, le mot de passe n'est pas stocké ici. Vous n'aurez jamais la possibilité de voir les mots de passe de vos utilisateurs. C'est impossible. D'accord? Donc, le mot de passe n'est pas stocké en base de données ici directement. Donc, mais vous inquiétez pas, on peut quand même l'enregistrer, mais vous n'aurez pas la possibilité de le voir. C'est ça que je veux dire. Donc, j'ai un champ email, ça m'intéresse. Moi, j'avais un champ mot de passe et j'avais un champ avec le nom et le prénom. Donc ça, par contre, il n'existe pas dans la data. Dans la data, ici, il n'existe pas. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un souci. Le second lien. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui vont rejoindre. Je vais juste les attendre pour continuer ça, peut-être. Ah ouais, on avait perdu les petits. Ça va pour le moment? Pour les autres, c'est bon? Ok. J'essaie de faire du mieux que je peux parce que on n'a pas beaucoup de temps et c'est pas non plus ultra simple d'expliquer des choses comme ça. Donc j'essaie de faire le mieux possible. Je disais, attends, hop, on accepte tout le monde. Bon, désolé hein, pour ceux qui n'avaient pas le lien, je n'avais pas vu vos notifs. Mais vous inquiétez pas, c'est enregistré, donc vous pourrez reprendre là où vous avez perdu. Je faisais simplement un tour sur la base de données ici en expliquant que par défaut, on a une table qui s'appelle User qui est créée par Bubble. Je n'ai aucun moyen de la supprimer. Les champs qui sont ici, je n'ai aucun moyen de les supprimer. D'accord? C'est fourni par Bubble et c'est très bien comme ça parce qu'elle est très puissante, cette table User. On peut faire énormément de choses, donc on n'y touche pas, c'est très bien. Ce que je vous montrais simplement, c'est que dans la pop-up que j'ai ici, j'ai un champ email, un champ mot de passe et un champ name. Donc, ce que je vais devoir faire sur ma table user, je vais devoir créer un nouveau champ pour stocker le nom de mon user. Okay? Donc, ici, j'ai un bouton pour créer un nouveau champ. Je clique ici. Là, je marquais, pour que tout le monde comprenne bien, je marquais nom de l'utilisateur. Voilà. Et le type de champ, vous voyez, ici, on a des champs texte, nombre, date, un booléen, donc oui ou non, un fichier, une image ou une adresse géographique. Ben, moi, c'est un texte. Hein. Un nom, c'est un texte. Et je fais créer. Voilà. Et en fait, j'ai besoin que d'un seul champ parce que le mot de passe, je le répète, il n'est pas stocké dans Bubble. D'accord? On n'a aucun moyen d'y accéder. Donc, on a juste le nom et l'email à s'occuper actuellement. Donc, je vais ici sur mon design, je vais sur ma pop-up, je clique sur mon bouton et je vais pouvoir faire mon petit workflow. Add workflow. Et il me dit quoi? Quand le bouton créer mon compte est cliqué, alors je vais pouvoir sélectionner une action. Vous voyez que les actions elles sont triées par catégorie. Là, on a tout ce qui est en rapport avec un compte. Là, tout ce qui est en rapport avec la navigation. Là, tout ce qui est en rapport avec la base de données. On veut créer une nouvelle chose, on veut faire une modification, on veut supprimer. Rappelez-vous le fameux CRUD qu'on voyait souvent ensemble dans les cours Allegria. On a un CRUD, Create, Read, Update, Delete. Le CRUD, il est ici. Okay. On peut envoyer des mails, on peut faire des paiements, on peut montrer des choses, cacher des choses, animer des choses, envoyer de la donnée quelque part. On a des plugins, mais pour le moment, on n'a pas encore installé de plugins. Et on a des custom events. Voilà, des custom events qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses trop stylées, mais pour le moment, c'est un peu trop avancé.
toute cette partie-là, c'est ce qui correspond principalement au back-end. Le back-end qui est très important. Mais pour le moment, on ne va pas rentrer là-dedans. On va faire des choses simples pour débuter. Donc, ici, je vais créer une action quand les gens ils cliquent sur « Créer mon compte ». Vous avez compris, hein, account, ça veut dire compte. Donc, c'est là-dessus que je vais pouvoir trouver mon action. Et elle est déjà directement ici. Vous voyez, il faut un tout petit peu de base en anglais pour comprendre les mots. Mais « sign the user up », ça veut dire « inscrire l'utilisateur ». « Log the user in », ça veut dire « connecter l'utilisateur ». Sign up login avec un social network, ça c'est pour faire une connexion via Google. Vous voyez les connexions Gmail qu'on fait sur un site pour se connecter vite fait. On peut le faire grâce à ça. Ça c'est pour se déconnecter. Ça c'est pour modifier les identifiants d'un utilisateur. Ça c'est pour modifier l'utilisateur courant. Donc ça veut dire l'utilisateur qui est connecté sur votre application. On peut faire des modifications dessus. On peut envoyer un mail de confirmation. On peut envoyer un mail pour réinitialiser son email. On peut envoyer un magic link, ce qui permet de ne pas entrer un mot de passe. On peut créer un compte pour quelqu'un d'autre. On peut vérifier le mot de passe d'un current user. On peut assigner un mot de passe temporaire à quelqu'un. On peut changer l'email d'un utilisateur et on peut déconnecter un utilisateur de toutes ces sessions. Voilà de base ce qu'on peut faire. C'est déjà pas mal. Moi, je vais faire sign the user up. Donc, je veux inscrire mon utilisateur. Attendez, je dézoome parce que j'ai une fenêtre ici, voilà. La fenêtre, elle dit quoi? Elle dit, je veux savoir c'est quoi l'email et je veux savoir c'est quoi le mot de passe. Ben, en fait, c'est facile. L'email, c'est ce que je vais indiquer dans cette input et le mot de passe, c'est ce qu'on va indiquer dans cette input. Donc, vous voyez qu'il y a un nom, input password et input email. Donc, c'est parti. Je zoome tellement que ça déconne, voilà, email. On va faire input, email adresse, value. On est obligé d'écrire value derrière. Pourquoi? Parce qu'on veut la valeur de ce qui est écrit dans l'input email adresse. Donc, quand Bubble, il est très sympa parce qu'il va toujours vous dire si vous faites des conneries ou pas. Et là, j'ai pas de conneries parce que tout est bleu. Mais si j'avais pas mis value, que je m'étais arrêté là parce que je ne savais pas qu'il fallait mettre value, ici, c'est rouge, j'ai un problème. Et en haut, il me met une erreur. Il me met, attention, l'email devrait être un texte, mais maintenant, c'est juste un élément. Et au niveau du password, il me met une erreur et dit, attention, souviens-toi de remplir le mot de passe. Donc, il est assez cool, il nous aide. Là, si je mets valeur, il est content. Le password, je fais input, password, value. Il est content aussi. On pourrait envoyer un email à notre utilisateur pour confirmer son email. C'est une possibilité. Et rappelez-vous que moi, j'avais un troisième champ avec le nom de la personne. Ici, votre nom et prénom. Et bien ça, on peut l'enregistrer aussi. Je retourne dans mon workflow. Et ici, je change un autre champ qui s'appelle nom de l'utilisateur. Et ici, ce serait quoi, vous pensez? La valeur que je vais mettre ici. Ce serait quoi selon vous? Ouais. Donc là, on va chercher input name. Moi, je l'ai appelé comme ça, name. C'est pour ça que c'est très important de renommer correctement vos champs. Si vous ne les renommez pas, là, on n'a que 3 champs, c'est facile, mais je vous montre les applications. Des fois, on en a 50 000 des champs. Donc, s'ils ne sont pas bien renommés, vous n'allez jamais retrouver quel champ appartient à quelle donnée. Donc, input name, value. Voilà. Donc, juste en faisant ça, ça va inscrire mon utilisateur. Avant de le faire, je vais vous montrer qu'en base de données, dans la data, on a un onglet qui s'appelle App Data. C'est là-dessus où vous allez retrouver toute la donnée de votre base de données. Mais vous voyez, j'ai cliqué sur App Data. J'ai qu'une table utilisateur. Et vous voyez marqué 0 entry. C'est-à-dire que j'ai 0 utilisateur actuellement sur mon site. Donc, on va cliquer sur ce bouton. Ça va l'inscrire. Et ce qu'on peut faire juste derrière, c'est on peut cacher la pop-up aussi. Donc, on va venir ici dans Element Action. Je vais faire Hide, qui veut dire cacher en anglais. Et je vais cacher ma pop-up. Donc, c'est parti. Là, c'est bien configuré.
on va tester tout ça. Attendez, j'ai un truc qui a déconné là ou quoi? Ah oui, j'ai un truc qui a déconné parce que j'ai dû toucher sans faire exprès. L'email adresse est partie de la pop-up. Donc, on va la remettre. Tac. Voilà. J'actualise. Voilà. Je clique sur créer mon compte. La pop-up s'affiche. Je vais mettre team@gmail.com. Je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon nom et prénom, ça va être Tim Paul Flier. Voilà. Je clique sur créer mon compte. Il s'est passé quelque chose. Ma pop-up s'est fermée automatiquement. Je retourne ici à l'intérieur de Bubble. Je vais sur l'onglet Data. Je vais sur App Data. Et voilà, All User, j'ai team@gmail.com, Tim Paul Fier. Je peux cliquer sur le petit bouton ici comme pour modifier. Et vous voyez, j'ai le nom de l'utilisateur, j'ai son email, j'ai la date de création, ce qui est bien aujourd'hui, et j'ai un identifiant unique pour le repérer parmi tous les utilisateurs que je peux avoir sur mon application. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a rien qui parle du mot de passe. Le mot de passe, il est sauvegardé, mais il est sauvegardé en interne, enfin dans la base de données de Amazon. Ici, je ne peux pas y avoir accès. Voilà, donc là, on a vu vite fait un petit peu de design, un petit peu de workflow, pardon, et un petit peu de data. Vous voyez. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a été? Est-ce que c'est trop facile pour vous? C'est quoi les ressentis? Non, c'est bien. Ok. À pratiquer, ouais, c'est exactement ça, c'est à pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les replays, on les prendra où, du coup? Bah, je vais te les envoyer juste après, Ok, sur le Discord. d'accord. Ok. Voilà. Et maintenant, Top Bubble, meilleur outil du monde. Ouais. Enfin, je sais pas si du monde. Ouais, si, enfin, pour le moment, il y a personne qui lui arrive à la cheville. Pour le moment. Il y a plein d'outils no-code qui existent. Il y en a plein qui font des choses cool. Mais en termes de, si on parle d'outils complets, je pense que oui, il n'y a pas mieux pour le moment. C'est vrai. Je vais simplement vous montrer un autre élément maintenant. Oh non, mais Bolt, ça n'a rien à voir, Mohamed. En fait, Bolt, tu vas pouvoir créer tes pages web grâce à l'intelligence artificielle, mais en fait, ça va te générer du code. Le problème, enfin, que je vois moi en tout cas, hein, à mon niveau, c'est que si tu n'es pas développeur, ok, tu vas avoir des pages avec du code, c'est trop bien, mais si tu n'es pas développeur, ce code, tu vas rien y comprendre. Demain, si tu dois modifier ces pages, si tu dois ajouter des évolutions, tu vas sûrement devoir passer par de l'intelligence artificielle de nouveau. Et si eux, ils ne sont pas au courant du contexte de ton app, etc., ils peuvent te modifier ton code, mais en te pétant d'autres choses de l'autre côté. Et en fait, tu vas faire... non, ouais, Glide, c'est... Glide, ouais, c'est... Emmanuel qui dit Glide doit te sembler très facile. Oui, oui, bah, Glide, oui, c'est très facile par rapport à Bubble. Hein, c'est rien à voir. Ouais. Et donc, comme tu l'as dit, Jeff, avec Bolt, bah, si tu ne sais pas lire ton code et qu'il y a un truc qui est pété quelque part, bah, va le réparer, quoi. Alors que là, l'avantage, c'est que comme c'est toi qui crée à 100% les choses, tu sais où le réparer parce que c'est toi qui l'as pété, en fait. Ou c'est toi qui l'as créé, tu vois. Moi, j'ai créé tout ça, donc je sais très bien s'il y a une erreur, comment la solutionner. Surtout que Bubble est très sympathique, puisque avec les erreurs ici, avec les erreurs qui sont ici, vous allez pouvoir débugger tout seul votre application pour la rendre plus optimisée. Vous allez pouvoir corriger les erreurs si vous faites des conneries, etc., etc. Et en plus de ça, comme tu dis, Jeff, il y a ce qu'on appelle un debugger, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Là, je vais le faire afficher, j'écris debug mode égale true. En fait, on a un debugger qui est à l'intérieur de la page. Je vais vous montrer ici, regardez. Il est là en bas. Debugger. Et grâce à ça, on peut inspecter. Par exemple, je peux inspecter, je sais pas, je peux inspecter ma page index. On voit qu'actuellement, j'ai une largeur de 1725 pixels. J'ai une hauteur de 1000. Le titre, c'est Live Bubble avec Tim. Voilà, pourquoi pas. Ici, je pourrais par exemple dire, bah vas-y, je vais inspecter, je sais pas, créer un compte.
et je vais avoir toutes les informations sur ce texte créé un compte. Mais on peut faire mieux aussi. Par exemple, là maintenant que je suis connecté, parce qu'en fait, vous voyez qu'il a créé mon compte. Mon compte, il est là, il a été créé. Quand Bubble crée un compte, il fait 2 actions en fait. On ne le voit pas, mais en fait, il crée le compte et en plus, il vous connecte. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, là, même si on ne le voit pas, je suis connecté en tant que Tim Polfier. Et je vais vous le montrer, je vais vous faire une démonstration. Là, par exemple, on a un texte qui dit créer un compte actuellement. Mais ce texte, on peut le rendre un petit peu plus dynamique, un peu plus sympa. On va pouvoir ajouter une condition sur le texte et on va pouvoir dire, regardez bien, quand, donc when, current user. Current user, c'est l'utilisateur courant qui est actuellement sur votre site. Quand le current user is logged in, quand il est connecté, d'accord, quand l'utilisateur courant est connecté, je veux que dans le texte, on ne voit plus créer mon compte, mais je veux faire afficher une data dynamique, je veux faire afficher current user, nom de l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la condition, on va voir après, mais regardez, là maintenant, au lieu qu'il soit marqué créer un compte, il va être marqué Tim Polfier, parce que je suis connecté actuellement en tant que Tim Polfier. Il m'a connecté parce que j'ai fait une action de sign up, et en fait, je répète une fois en plus, quand vous faites un sign up, il inscrit l'utilisateur et en plus, il le connecte. Donc là, c'est mon cas, je suis connecté en tant que Tim Polfier. Et du coup, là, on peut s'amuser à faire inspecter Tim Polfier. Et vous voyez ici, j'ai ma condition, elle est en verte. Ma condition que je viens de mettre dans Bubble, elle est en verte parce qu'elle est vraie. Donc, current user is login, oui, parce que c'est en vert. Le texte, c'est Tim Polfier. Vous voyez, je peux cliquer sur Tim Polfier. Là, je vois ce que j'avais mis, current user non utilisateur. Je peux cliquer sur current user et regardez, là, je vais voir d'autres informations sur lui. Je vais voir son nom, je vais voir son email. Tout ce que j'ai en données, je peux le voir ici, en fait. Donc, le debugger est très, très, très puissant aussi à ce niveau-là. C'est vraiment cool. Voilà. Une chose en plus que je peux vous montrer, parce que ça, c'est important pour vous, pour la suite, c'est ici le repeating group. En fait, là, actuellement, j'ai un utilisateur qui est ici. Et imaginons que j'aimerais bien le faire afficher sur ma page. Bon, je l'ai fait afficher là, on est d'accord. Mais imaginons que j'aimerais bien le faire afficher au milieu de la page. J'aimerais bien faire afficher tous les utilisateurs de mon site. OK, bah, comment je vais faire? On va prendre cet élément. Repeating group, ça permet de répéter une donnée qui est à l'intérieur de votre app. Donc, repeating group, on me demande 2 choses à remplir. Le type de contenu que je vais faire afficher et la source de ce contenu. Donc, la source, c'est facile, c'est dans la data qui est ici, c'est dans ma base de données. Donc, je vais cliquer là. Voici les options que j'ai. Et moi, je vais faire une recherche dans ma base de données. Je vais faire do a search. Je fais une recherche dans la base de données. Et là, il me propose user, parce que j'ai qu'une seule table user, donc c'est normal. Je clique sur user, c'est tout. Et là, il me propose, hein, il vous aide, il dit, clique ici pour changer le content, donc le type de contenu, en user. Donc je clique là, et automatiquement, il m'a mis user là, il m'a mis ça en bleu pour me dire que c'est bon, il n'y a pas de problème. Et ça, on va le mettre au centre de la page. Je clique ici, voilà, il est centré. Et à l'intérieur de ce repeating group, on peut faire plein de choses. Un repeating group, c'est aussi puissant qu'un groupe. Enfin, on peut faire n'importe quel design à l'intérieur. On est libre. On fait ce qu'on veut. Moi, juste pour vous montrer, je vais mettre un texte, encore une fois, à l'intérieur du repeating group. Il est marqué edit me, mais ça, on s'en fout. On va l'enlever. On va faire ça. Insérer une donnée dynamique. Je vais sur ma cellule courante du repeating group. Vous voyez que la donnée, elle se répète. Hein. Repeating group égale donnée qui se répète. Vous voyez, là, je mets un truc et ça se répète en dessous. Je vais faire afficher l'email. Donc là, on va faire actualiser. Et là, j'ai mon email qui est apparu. Parce que j'ai pour le moment un seul utilisateur. Si j'avais plusieurs utilisateurs, ici, tac, 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 j'aurais la liste de tous les utilisateurs de mon application. Donc ça, pour faire afficher une donnée, on utilise le repeating group. C'est un élément
qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà un petit peu. Ça passe vite, hein, ça va faire 1h30, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y aura d'autres sessions. Hein. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir? Est-ce que ça vous semblait assez clair? Bon, c'est super sympa pour l'instant, en tout cas. Ok, cool. Donc, je sais que ouais, Benjamin, t'as une question? Juste un truc sur le repeating group, en fait, j'ai pas très bien compris à quoi ça servait, en fait. C'est juste pour... Ouais, vas-y. Ouais, le dernier thème, en fait, atout, ça veut dire quoi, justement? Atout, ça veut dire, tu vas faire afficher ici des informations qui proviennent de ta base de données. Tu vois. Je sais pas, je te dis une connerie. Imaginons que je fasse un nouveau type, donc une nouvelle table de voiture. Imagine-toi, on crée des voitures, ok? Donc, une voiture, elle a quoi? Elle a une marque en général, texte. Elle a un modèle, texte. Elle a une année. Une année, c'est un nombre. Et on peut dire qu'une voiture a une couleur aussi. Une couleur, ça va être un texte. Je vais te créer dans AppData, tu vois, je vais dans ma table de voiture. Pour le moment, j'ai rien. J'ai 0 entrée. Mais je peux la créer. Vous voyez que là, mon utilisateur, je l'ai créé depuis Bubble, depuis la pop-up, ici. Je l'ai créé depuis ici, mon utilisateur. Mais dans notre base de données, on peut aussi créer des choses directement en restant sur cette interface. Ici, je peux faire nouvelle entrée. Donc, je vais créer une voiture. Regarde, nouvelle entrée. On va dire que l'année, c'est une voiture de 2024. On va dire que le modèle, c'est 500. La marque, c'est Fiat. Et on va dire que la couleur de la voiture, elle est rouge. Donc là, je mets une couleur hexadécimale rouge. Et je fais créer. Là, j'ai bien ma première voiture Fiat qui a été créée, tu vois. Donc, ce que je pourrais faire, c'est dire dans mon repeating group, bah vas-y, je veux plus faire afficher mes utilisateurs. Donc, j'enlève tout ça. Je remets par défaut, hein, comme c'était par défaut. Je fais do a search. Donc, je vais faire une recherche dans ma base de données. Avant, il m'avait proposé que des users parce que j'avais que ça. Mais maintenant, j'ai une base de données voiture. Donc, je vais cliquer sur voiture. Je clique ici pour qu'il me remplisse ça automatiquement. Et là, dans mon repeating group, je vais te faire un truc un tout petit peu plus cool, peut-être. On va faire 600 comme ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Ce texte, je vais le mettre dans un groupe raw. Voilà. Très bien. Ce texte, comme ça, je vais pouvoir le faire en layout centré. Et avant de faire afficher la marque et le modèle de la voiture, je voudrais faire afficher sa couleur. Sa couleur, j'ai plusieurs options. Soit je prends un groupe que je vais arrondir, ou soit je vais prendre une shape. Bon, on va prendre le shape pour vous montrer. Le shape, c'est une forme, en fait. Ça veut dire une forme. Tu vois, là, je fais une shape carrée. Elle est parfaitement carrée. Je la place au centre du groupe. Voilà. Et pour faire un rond, je vais appliquer ici de l'arrondi. Donc, comme c'est une petite shape, elle ne fait pas beaucoup en hauteur et en largeur. Si je mets 80, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais elle est complètement ronde là maintenant. Au niveau de la couleur, vous voyez qu'il me propose une couleur grise ici par défaut. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas une couleur grise, je veux une couleur qui provient de ma base de données. Donc, on clique ici. On fait insérer dynamic data. Je prends ma voiture, mon parents group voiture, ça s'appelle, c'est le groupe parents voiture, et je vais faire couleur. Juste en faisant ça, tu verras. Attends, je vais mettre un petit peu de gap. Je vous rappelle, le gap, c'est pour faire espacer. Là, il n'y a aucun espace entre les deux éléments, c'est moche. Je vais mettre 10 pixels entre chaque élément. Voilà. Donc, juste en faisant ça, ici, il n'y a plus de données. On va marquer la marque. Et à côté, on va faire le modèle. Donc, je peux enchaîner. Tu vois, là, j'ai marqué la marque. Je fais un espace. Je fais modèle. Voilà. Donc là, il va être marqué Fiat 500. Et là, il y aura une couleur rouge. Je t'actualise. Voilà. Okay, j'ai une voiture rouge Fiat 500 parce que je l'ai mis dans ma base de données ici. Et après, on pourrait avoir, pourquoi pas, un petit voilà, un petit bouton ou un petit truc marrant
on pourrait avoir un petit bouton ici, tac. Et là, je ne voudrais pas faire afficher un texte en spécial, je voudrais faire afficher l'année de la voiture. Donc, je vais faire insérer une donnée dynamique qui vient de ma voiture et je vais faire afficher l'année, par exemple. Tac. Voilà. Bon, on ne mettrait pas un bouton pour faire ça, mais là, je le fais juste pour rigoler. Le bouton, je ne sais pas, tu peux mettre la couleur que tu veux, il n'y a aucun problème. Voilà. Tu peux changer la police. On va mettre une police un peu plus petite, 14 pixels. Et voilà. Et du coup, là, ce que je vais faire aussi, ça va être un peu plus sympa, c'est que je vais prendre ma couleur et mon texte et je vais les mettre ensemble. Je vais les rassembler dans une row. Je prends une row, je les mets ensemble. Tu vas voir pourquoi. Je vais ici, je vais faire Fit with to Content. Ça me permet d'avoir les deux ensemble. Là, on voit que j'ai perdu mon gap parce que je viens de créer un nouveau groupe avec ces deux éléments. Donc, je recrée mon gap. Pardon, tac. Et ce qui va me permettre à ce groupe parent, tu vois, j'ai mon groupe parent. Ça, c'est le groupe que je viens de créer. Ça, c'est le groupe parent. De faire, pareil que tout à l'heure, un space between. Et regarde le résultat. Tac, j'actualise. Alors, il faudrait peut-être que ça, je le centre. Je ne l'ai pas centré. Tac. Groupe voiture. Tac, tac. Voilà, celui-là, il n'était pas centré. Mais voilà, tu vois, j'ai ma Fiat 500 2024. Ce qui fait que maintenant, si on s'amuse à rajouter une voiture de 2020 qui va être, je sais pas, je mets X5 BMW, on peut trouver une couleur cool, mais bon, là, j'en ai pas sous la main. On va mettre une couleur noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crée une BMW, regarde, sans rien faire. Elle vient de s'afficher toute seule. Tu vois, là, j'ai pas dû actualiser la page. J'ai rien dû faire. Elle vient de s'actualiser. Enfin, elle vient de s'afficher toute seule, la BMW, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de chargement, c'est immédiat. Ouais, donc en fait, le repeating group, ça permet juste de connecter la data à ton interface, c'est ça? En front-end. Ok, ouais. En front-end. Ok, merci, hein, Voilà. bravo. Ouais. Voilà, qu'est-ce on pourra faire des millions de choses. En fait, il n'y a pas de limite là. Je pourrais faire des millions de choses. Je sais pas, je pourrais cliquer dessus et faire une page avec tout le détail de la Fiat 500. Je pourrais rajouter des images pour voir des images de la Fiat 500. Je pourrais avoir des boutons pour cliquer dessus et commander la voiture. Enfin, là, à partir de là, maintenant, il y a plus de limite en fait. On fait vraiment, vraiment ce qu'on veut. À partir du moment où on comprend comment on arrive à construire des pages grâce au groupe, comment on arrive à faire un petit peu de responsive. Là, je peux vous montrer que la page, vous voyez que mon header, là, ici, il suit bien la taille de la fenêtre, vous voyez. Tout est là, à partir de là, on a un truc qui va être responsive, quoi, qui va être bien fait. Il faut simplement faire une bonne configuration à la base de nos éléments, et ensuite, le responsive, il se fait tout de suite. Est-ce qu'on peut dupliquer les groupes vers une nouvelle page? En fait, tu peux faire ça, exactement. Et alors, il y a un truc qu'on fait en général, ça je vais vous le montrer tout de suite, c'est que vous voyez là ce header qu'on a créé, ça on aimerait bien que ça soit le même sur toutes les pages par exemple. Donc imaginons si je crée une nouvelle page et que je l'appelle voiture détail, et que je crée la page, ma page est toute nouvelle, elle va être toute blanche, voilà. Il faut que je lui rajoute par contre les mêmes paramètres, c'est-à-dire une colonne, 1280 pixels, voilà. Mais tu vois ici, j'ai pas la possibilité, enfin mon header ici, il n'apparaît pas. Tu es d'accord avec moi, il est pas là. Donc ce qu'il faudrait faire, et ce qui n'est pas du tout optimal, c'est prendre le header ici, faire copier, même pas. Il faudrait faire copier avec les workflows, parce qu'on a des workflows sur le bouton créer un compte, tu vois. Il faudrait faire copier avec les workflows, venir sur la nouvelle page, cliquer là et faire coller avec les workflows. Dans ce cas-là, j'aurai bien mon header qui va s'afficher. Mais ça, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est optimisé. Qu'est-ce qui est optimisé? Jeff, il va vous le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qui est optimisé pour faire ça, plutôt? Pour éviter de se répéter, on va faire des reusable elements. Ça veut dire que ton header qui est là, au lieu de à chaque fois le copier et le coller sur les différentes pages, ce qui est vraiment chiant et ce qui n'est pas du tout facile pour maintenir ton application,
on va plutôt faire un clic droit dessus et on va le convertir en Reusable Element. Donc le nom, je pense qu'il est assez compréhensible, mais en fait, tu vas le convertir, c'est comme un composant. C'est-à-dire que ça va être un élément qui va être dans un seul endroit bien séparé, et tu vas pouvoir du coup faire tes modifications qu'à un seul endroit, et ça va se répercuter partout dans ton application. Donc je te montre. Je prends mon header, je fais convertir en Reusable Element. Moi, je les appelle toujours comme ça, RE d'abord. Pourquoi? Parce que RE, ça veut dire Reusable Element. Et ici, j'appelle header. Donc RE-header, et je crée. OK? Donc là, c'est tout. Il va me créer mon Reusable Element. Voilà. Tu vois, je ne suis plus sur la page index ni voiture. Il m'a créé ici, dans les web Reusable Element, il m'a créé le header. Là, j'ai juste à le mettre un tout petit peu en forme, rien de bien méchant, je mets juste une largeur à 1280. J'ai plus qu'à retourner sur ma page index. Ça, ce header qui est ici, j'en ai plus besoin. Je le supprime complètement. Et à la place de ça, je vais tout en bas, et j'ai des Reusable Elements. J'ai juste à venir prendre mon header, je le mets sur ma page. Là, tu vois qu'il est passé en dessous du repeating group, tu vois, il est en dessous. Et si je veux le mettre au-dessus, j'ai un bouton qui dit Make First. Je clique dessus, il est passé tout en haut. Donc là, tu vois, là, j'ai un Reusable Element, on voit qu'il est violet, tu vois, c'est violet, alors que le reste, c'est en noir. Ça montre que c'est un Reusable Element. Sur ma page voiture détail, j'ai plus besoin d'aller copier-coller des choses, non. Je viens tout en bas, je prends le Reusable Element, je le mets sur mon site, et ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai juste à modifier quelque chose ici. Genre, regardez, on va changer, on va pas marquer France FR, je vais marquer, attendez, on va pas marquer France FR, on va marquer français, juste français, voilà. Ce qui veut dire que là, si j'actualise cette page, qui est la page index, oui, le workflow est copié aussi, exactement, ça copie tout. Tu vois ici, il est marqué français, et si je vais sur ma page qui s'appelle voiture-détail, j'ai le header qui est là, et il est bien marqué français. Okay, c'est-à-dire que tu fais une modification à un seul endroit, et ça s'applique partout où tu l'as placé, cet élément, tout simplement. Voilà. Le seul truc que j'aurais dû copier, c'est la pop-up. Parce que là, la pop-up, actuellement, elle n'est plus dans le header, là, actuellement. Donc, il faudrait que je prenne la pop-up, je vais faire... En vrai de vrai, hein, si on veut faire une app qui est bien faite, la pop-up sign-up pourrait être à elle-même un Reusable Element. En fait, je pourrais aussi la convertir et dire RE pop-up sign-up. Là, je rajoute de la complexité. Hein. Je rajoute de la complexité, mais je peux l'appeler comme ça, un Reusable Element pop-up sign-up. Je crée mon élément. La bubble reconnaît, regardez, il reconnaît que c'est un type of element pop-up. Je vais juste à lui donner un tout petit peu de... Voilà, c'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce que je peux venir faire? Je peux aller dans mon Reusable Header, et à l'intérieur, je place, donc à l'intérieur du Reusable, je place mon autre Reusable. Tac. Vous voyez? Et comme ça, je retourne sur mon gros plugin qu'on a fait au début. Dans Apparence, je fais Edit Workflow et je fais Show Reusable Element Pop-up Sign-up. Et à partir de là, tout mon workflow recommence et tout fonctionne de nouveau. Si je clique là, j'ai de nouveau la pop-up qui s'affiche. Sauf que c'est plus une pop-up que j'ai mis dans le header, c'est un Reusable Element. C'est-à-dire que si j'ai des autres call to action sur ma page, c'est-à-dire des autres boutons qui me permettront de créer un compte, j'aurais pas à faire 1000 pop-up. J'en ai une là et il me suffit de l'appeler où j'en ai besoin. Je pense que vous comprenez un peu le fonctionnement, mais voilà, du coup, c'est très puissant et ça fait une app qui est cool parce que regardez, maintenant sur mon index, j'ai qu'un workflow. Alors, le bouton créer mon compte, il ne sert même plus à rien puisqu'il n'existe plus. C'est-à-dire que sur l'index, j'ai plus de workflow. Mon workflow, il est à l'intérieur du Reusable Element Header. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment stylé. D'accord. Et si tu faisais pas en reusable ton pop-up, ça veut dire que quand tu étais sur une autre page et que tu l'appelais, il ne pouvait pas remonter. Parce que le workflow a été copié quand même. Ouais, si, ça aurait pu marcher. Le seul avantage de l'avoir mis en Reusable Element, c'est que
imaginons que sur ma page index, parce que ça arrive tout le temps, ça, sur des landing pages, on a beaucoup de call to action qui vous disent tout le temps regardez notre site, c'est trop bien, crée un compte. Après, tu descends une section. En plus, on a plein de fonctionnalités. Vas-y, crée ton compte. Tu vois, quand tu as plusieurs boutons pour créer ton compte, tu ne vas pas faire 1000 pop-up. Tu vas en faire une seule et tu vas l'appeler à chaque fois la même. En fait, ça permet d'éviter de faire des workflows supplémentaires, tout simplement. D'accord. C'est des petites techniques comme ça. Voilà. Donc là, on a vu la base de la base de la base aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment, vraiment basique. Mais je pense que le but là, enfin pour aujourd'hui, je crois que c'est pas mal, mais le but, ça serait pourquoi pas de venir reproduire ce petit truc ensemble. Et après, on pourrait le faire fonctionner. Hein. On pourrait faire vraiment des recherches, etc. Si on a des billets d'avion, enfin, on peut vraiment faire des choses très, très, très cool quoi, avec la donnée. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous intéresse de vous mettre un peu sur l'outil? Ouais. Bah ouais, carrément. Ouais. Ok, bah c'est cool. C'est très cool. Je suis en train de refaire mon site Webinty qui est sur Webflow. Je suis en train de l'améliorer peu à peu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours créer un compte sur mon site. À ce niveau-là, dans l'espace client, il y a des tutoriels qui sont proposés. Alors, c'est un petit peu des niveaux un peu plus avancés peut-être, mais en tout cas, vous avez des tutoriels qui sont proposés. Quand vous cliquez ici sur l'espace client, vous allez pouvoir vous créer un compte. Et une fois que vous êtes sur votre compte, vous allez arriver sur cette interface-là. Vous pouvez cliquer ici pour voir des tutoriels, mais ça, c'est la vieille interface. Vous pouvez cliquer ici sur « Essayer la nouvelle interface » et qui va ressembler à ça. Voilà. Là, c'est l'interface que vous avez maintenant. Vous pouvez donc faire plein de trucs. Bien sûr, il y a toujours les formations. Hein. Les formations pour se former à Bubble, c'est bien sûr beaucoup, beaucoup plus avancé. Enfin, je vais beaucoup plus loin que ce que je viens de vous montrer là. Là, c'était vraiment pour vous introduire l'outil. Mais bien sûr, dans les formations, vous allez avoir 50 000 fois plus de détails. Quoi. Mais voilà. Voilà un petit peu pour aujourd'hui ce que je pouvais vous dire. Et puis voilà, on essaiera de reprogrammer ça un petit peu plus tard. Hein, une autre. Alors, CPF. CPF, moi, tout seul, je ne peux pas l'accepter parce qu'il faut être organisé de formation, il faut du Calliope, enfin, c'est vraiment le bordel. Donc, moi, tout seul, je ne peux pas le proposer. Par contre, comme je fais aussi des formations pour des autres écoles, d'accord, j'ai des bootcamps en mai, je pense que je l'avais publié sur le Discord, regardez. Sur le Discord, vous avez des informations, j'essaie de vous passer des informations. Je crois que j'ai un bootcamp en mai qui va commencer. Et celui-là, il serait éventuellement ouvert au CPF. Donc, les personnes qui ont envie de prendre ça en CPF, par contre, on serait un peu plus cher. Moi, la formation tout seul avec moi, c'est 500 €, mais dans le CPF, je crois qu'on est à 1700. Ah, là, il y a quelqu'un, je n'ai pas donné les accès, putain. Allez, regarde. Serge aussi, là. Toc, toc. Bon, je vous republierai les informations quand j'en aurai. Voilà, du 15 au 28 mai, voilà ça. De 15 au 28 mai, il y a un bootcamp sur Bubble. 36 heures de cours avec moi pour lancer votre projet. Tarif 1700. Et voilà ce qu'ils prennent en compte. En fait, ce n'est pas du CPF. C'est des autres... comment on appelle ça? Des aides. C'est des autres aides. Si vous êtes président du SARL ou si vous êtes en micro-entreprise, il y a 1260 € pris en charge. Si vous êtes salarié ou dans une SAS, il y a un truc qui s'appelle OPCO qui est disponible et c'est 100% pris en charge. Voilà. Donc ça, vous pouvez le voir, c'est un message du 18 février. Ouais, ça date quand même. Vous allez pouvoir le voir à ce niveau-là. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais arrêter les enregistrements et je vais vous les passer sur le Discord. Vous aurez les 2 replays qu'on a fait là aujourd'hui. Super. Ok. Merci beaucoup. Ouais, pas de problème. N'hésitez pas. Et puis, je sais pas, peut-être que la semaine prochaine, on pourra se refaire un autre événement comme ça et puis avancer un petit peu. Ok. Super. Okay. Super, merci à toi. Allez, pas de souci. Hein. Et bon